Si vous êtes devant votre écran à regarder cette vidéo, je me dois de vous avertir que je suis intimement persuadé que vous avez quelque chose de beaucoup plus constructif à faire de votre temps. C'est pourquoi je vous invite à éteindre votre poste de télévision, ordinateur ou téléphone portable, car le visionnage de cette vidéo risque de vous plonger dans une détresse émotionnelle aussi profonde que la fosse des Mariannes. Les conséquences que cette histoire pourrait avoir sur vous sont comparables à la chute depuis un logis aérostat totalement autonome. Malgré cela, si vous décidez de rester à vos risques et périls, sachez qu'il existe une expression pour qualifier l'expérience dont vous allez faire preuve. Désastreuse. Mon nom n'est pas Lemony Snicket mais Simon Belmont, et aujourd'hui je vous conte les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et sachez que j'aimerais énormément vous dire que cette histoire se termine par un happy end. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la bonne histoire. Éteignez vos télés, éteignez vos télés. Cette série va vous gâcher vos journées, vos soirées. Chaque épisode visionné vous fera déprimer, faut se résigner. Éteindre vos télés. Initialement créé par Lemony Snicket, aussi connu sous le nom de Daniel Handler, et paru sous le nom Lemony Snicket A Serial or Unfortunate Event en 13 volumes, l'histoire avait déjà été adaptée une première fois au cinéma en 2004 avec Jim Carrey en tête d'affiche. La série, sortie entre 2017 et 2019, raconte les désastreuses aventures des trois orphelins Baudelaire. Ce qui est probablement le truc le plus pertinent que j'ai dit de toute ma misérable existence. Et d'ailleurs, tant que je suis là, je remercie énormément Poulpi de m'avoir fait découvrir cette série. Alors que l'aîné de la famille, Violette, jouée par Malina Wisman, son jeune frère Klaus, joué par Louis Inès, et leur sœur bébé Prunine, jouée par Priscilla Smith, sont partis faire des ricochets sur la plage, le banquier Arthur Poe, de la banque Descompte pas là-dessus, interprété par Kate Todd Freeman, vient leur apporter une terrible nouvelle, leurs parents viennent de périr dans un terrible incendie. Je vous rappelle qu'il est encore temps d'aller vous coucher. Par le fait, ils sont désormais orphelins, et seront donc placés au bon soin d'un tuteur jusqu'à ce que Violette atteigne sa majorité et hérite de l'immense fortune de leurs parents. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben, ça veut dire qu'elle est riche à crever. Ah, riche comme Crevus. Mais comme Monsieur Poe est un incommensurable renifleur de gâteaux doublé d'un sacré gros bouffon, au lieu de les placer chez un gentil tuteur bienveillant comme prévu, il les place chez le terrifiant comte Olaf, interprété magistralement par un Neil Patrick Harris tout simplement génial de bout en bout, qui, contrairement à son personnage, n'est pas un acteur raté vivant dans une ruine à moitié rongée par les termites, accompagné par une bande de saltimbanques plus ridicules les uns que les autres. Bien évidemment, le comte Olaf n'est qu'un escroc qui va tout mettre en œuvre pour réussir à mettre la main sur leur fortune. Mais étrangement, il possède, en plus de ce ridicule monosourcil à ras répugnant, un tatouage en forme d'œil sur la cheville que les orphelins vont retrouver un peu partout au fil de leurs aventures. Ils devront donc percer le mystère de leur famille en étant échangés de main en main et de tuteur en tuteur, le tout poursuivi par le comte Olaf, ses sbires et ses sinistres projets. Cette série a malheureusement quelques défauts pour juste 3 petites saisons, et pour le coup, comme je vais spoiler comme un gros sac, je vous invite énormément à sauter au timecode indiqué par Iggy. Puisque, comme je vais rentrer dans les détails, je considère que vous savez de quoi je parle, car sinon, si vous n'avez pas regardé la série, eh ben vous allez strictement rien comprendre à ce que je vais dire. Déjà, le générique spoil encore plus que moi, et c'est quand même fort de café, ce qui est sacrément dommage parce qu'il est très drôle. Ensuite, la série est assez répétitive. Une fois le premier arc terminé, c'est un peu toujours la même chose. Les orphelins arrivent quelque part, le comte Olaf leur emboîte le pas et fout la merde, puis ils sont ballottés ailleurs et ça recommence. Mais heureusement, arrivé à la saison 2, il y a du mieux, même si la trame susmentionnée reste un peu la même, l'intrigue change pour devenir de plus en plus absurde et délirante. Et donc le plus gros spoil de toute la série, la fin est franchement pas géniale. Entre l'histoire de la pomme qui fait office de Deus Ex Machina et transforme le MacGuffin de la sucrière en pétard mouillé, l'île qui devait probablement être un arc complet réduit à quelques épisodes histoire de clôturer la série vite fait bien fait, pour finalement ne répondre à pas grand chose, ça fait royalement chier. Je pense qu'avoir un épisode de plus avec tous les flashbacks et l'histoire des volontaires aurait vraiment pu répondre à toutes les questions, mais c'est justifié par Lemony qui dit juste que ce n'est pas l'histoire des volontaires, mais des Baudelaire, alors balèque. Quelqu'un veut connaître une histoire qu'on a graftisée qui est ultra essentielle à l'intrigue? On s'en fout. Eh ben formidable! Et ce qui m'a brisé le cœur, la mort du comte Olaf est bâclée au possible. Faut bien comprendre que c'est la star de cette série, à tel point qu'il est presque sur toutes les affiches, et avoir une fin aussi minimaliste pour un personnage aussi grandiloquent, c'est limite du gâchis. C'est vrai, j'ai trouvé ça poignant, mais ça aurait pu être tellement mieux. Un mec comme Olaf, qui pourrit la vie de 3 gamins, 6 si on compte les Baudras qui a assassiné leur tuteur légal, ainsi que certains des volontaires, toujours dans l'excès avec un goût prononcé pour le mélodrame et au comportement digne d'une vraie drama queen, ne meurt pas sur une plage en voulant s'emparer de la cahute de 3 pécores. Je veux dire, dans l'épisode juste avant, il s'envole avec les Baudelaire depuis un immeuble en flammes de 70 étages sur une barque renommée l'Olaf à qui on a accroché un parachute de fortune, le tout en hurlant à plein poumon qu'il était le meilleur et qu'il avait niqué tout le monde. Ça, c'est une vraie fin à la hauteur d'un personnage aussi taré et incroyable que le comte Olaf, dont les machinations sont au centre du récit, pas comme un clodo sur une île déserte puant le patchouli et la noix de coco fermentée. Mis à part ça, la série est tout simplement impeccable. Costume formidable, décor studio minimaliste mais très inspiré, jeu d'acteur exceptionnel, histoire diablement drôle, personnage attachant même pour les plus insupportables comme cette petite peste de Carmelita jouée par Kitana Turnbull qui... Le jour s'est levé, faut vous réveiller, pouvoir couler va me faire
appelé parce que des orphelins, c'est jamais très malin. Et mon nom c'est Carmelita. Pitié, étrangler cette petite merdeuse avec ses propres couettes. Pardonnez-moi, je me suis un tout petit peu énervé. Mais surtout, c'est une histoire touchante, celle de 3 pauvres gosses qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent abandonnés par tout le monde. Ce qui m'amène donc à parler de la principale qualité de cette série, le fameux petit plus qui fait que je vous en parle. L'histoire des Baudelaire n'est pas juste une bonne série drôle et bien foutue, c'est surtout un manuel de vie sur ce qu'un enfant va devoir affronter dans la vie, mais aussi dans le monde des adultes. Poe, symbolisant le système financier, tellement stupide et obnubilé par sa promotion qu'il ne tient pas compte une seule seconde des avertissements et suppliques des enfants. Sa femme, rédactrice au petit pointilleux, symbolisant les médias et leur soif de sensationnel, n'hésitant pas à condamner des enfants au bûcher sans preuve juste pour vendre des torchons, qui, étrangement, arrivent toujours à destination même dans les endroits les plus improbables. Le directeur adjoint de l'école, symbolisant le système scolaire, qui est tellement occupé à travailler son non-talent au violon qu'il se fiche royalement que les élèves de son école n'apprennent rien de plus que des banalités sans importance, et ne fait même pas attention à qui il embauche comme professeur. Comme la professeure de mathématiques qui est une criminelle à ses heures perdues puisque c'est une braqueuse de banque. Ce qui est vraiment un pléonasme parce que si t'aimes les maths, bah à la base, tu dois être soit un déséquilibré mental, soit être un criminel en puissance. Jérôme, symbolisant le riche nanti, qui adopte des gosses parce que sa pouffe de femme lui dit que c'est tendance, et quand ça chauffe un peu trop, il a tellement peu de couilles qu'il les laisse tomber. Mais quel connard! J'en ai vu peu d'aussi définitifs. Et mon petit préféré, le patron de la série, qui est quand même la plus grosse ordure que j'ai jamais vue, représentant donc le monde du travail. On parle d'un mec capable d'embaucher des enfants dans une usine de merde, insalubre, probablement pas aux normes, pour les faire travailler dans des conditions dangereuses, une telle raclure qu'il accepte sans broncher qu'une malade mentale Dr Maboul lobotomise ses employés, ce qui lui permet de les payer en coupons de réduction et de les nourrir en chewing-gum. Rien qu'en disant ça, je suis sûr, il y a au moins 3 mecs de gauche qui viennent juste de faire un arrêt cardiaque. Chacun des personnages qu'ils rencontreront n'est qu'une métaphore caricaturale du monde que les adultes égoïstes et bornés ont créé pour eux-mêmes, ce qui fait que cette réplique résume la série dans son propos. Moi aussi je le sais, figurez-vous. Et c'est moi l'adulte, et vous allez m'obéir. Et des exemples comme ça, il y en a genre plein dans la série, et c'est formidable de suivre ces 3 enfants qui, en dépit de l'adversité, vont toujours de l'avant en ne comptant que sur leur talent, leur jugeote et eux-mêmes. Donc, je m'en viens à me poser une question par rapport à tout ce bordel. Quand une œuvre sort, tous les mecs du marketing s'arrachent les cheveux sur la grande question, à qui s'adresse-t-elle ? Plutôt à qui est-ce qu'on la vend dans leur jargon. Quand je regarde vite fait la plupart des séries faites pour les enfants, et je mets d'énormes guillemets sur enfants, le truc qui me frappe, c'est que les séries ne cherchent pas autre chose qu'à brosser les parents dans le sens du poil. Je m'explique. On donne aux jolies petites têtes blondes un produit facilement consommable que les parents s'emmerdent pas à surveiller. Pas de violence, pas de gros mots, pas de fond, une forme proche d'une courgette, sans déconner, perdez-vous sur Gulli une après-midi, aux heures où passent les séries live pour enfants, et vous aurez l'impression de retourner aux heures de gloire d'AB Productions avec toutes leurs sitcoms jouées, montées et tournées avec le cul. Mais dans le fond, on s'en fout parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce genre de production prenne leurs spectateurs pour ce qu'ils sont, des enfants. Et le problème, c'est qu'à force de prendre les mômes pour des débiles profonds, faut pas s'étonner qu'ils deviennent des débiles profonds. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes dans ses thèmes, dans ses métaphores sur la société, le monde des adultes confronté à celui des enfants qui le subissent, sa mise en scène, et ce, sans violence ni gros mots, elle reste incroyablement pertinente et captivante. Voilà pourquoi j'ai adoré cette série. Alors, si vous ne voulez pas que le grand Craig vous croque, je vous conseille ardemment d'arrêter cette vidéo et de foncer regarder les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, tout ça, c'était Simon Belmont, qui va probablement devoir s'enfuir par une fenêtre pour échapper à ses ennemis, et qui vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.